Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors Alexandre, on est dans le dernier droit. Le compte à rebours est commencé. On est dans la dernière semaine avant l'imposition possible de tarifs le 1er août prochain, donc vendredi. Le Canada est menacé de 35 % de tarifs. Mais là, au cours des dernières heures, revirement important. Accord entre les États-Unis et l'Union européenne. Alors que Donald Trump est en Écosse, une visite qui est pas subtile du tout. Là. Il y a des gens qui sont bien fâchés en Écosse de cette visite du président américain dans un de ses propres clubs de golf, mais ça a quand même donné quelque chose niveau politique, alors qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'est rendue là pour conclure un accord. Là. Bon, pour l'instant, c'est important de le mentionner. C'est un accord cadre. Il n'y a pas encore de termes législatifs, juridiques, définitifs qui ont été signés, mais quand même, on a déjà un cadre bien établi pour plusieurs mesures. Là, parce qu'on s'échange au-dessus de 440 milliards de dollars de biens et de services à chaque jour entre les États-Unis et l'Union européenne. Et là, les droits de douane étaient fixés là, dans les fameuses lettres que M. Trump a envoyées à l'origine à 30 % pour toute l'Union européenne. Donc là, on baisserait tout ça à 15 % mur à mur. Ça inclurait déjà les taxes qui sont existantes. Le secteur automobile serait donc à 15 % au lieu de l'espèce de 27,5 % auquel ils étaient jusqu'ici, ce qui coûtait là, énormément d'argent aux constructeurs automobiles européens. On a également dans cet accord-là des achats d'hydrocarbures américains, là, que ce soit du gaz naturel, du pétrole, même du combustible nucléaire. 750 milliards de dollars d'investissement sur 3 ans, là, 250 par année. Évidemment, tout ça vise à venir remplacer là, les importations de gaz russe qui sont essentielles du côté européen là, pour plusieurs pays, pour éviter, bien sûr, de financer là, ce qui se passe en Ukraine, financer les troupes russes qui ont un besoin vital de cet argent-là avec les sanctions économiques là, qui sont imposées à la Russie. On parle aussi de centaines de milliards de dollars du côté du président Trump en achat d'armes par les Européens. C'est pas défini exactement. Les Européens eux-mêmes n'ont pas confirmé tout ça, mais c'est ce que le président américain avance. Et là, il y aurait des exemptions, puis c'est là que ça devient flou, Alex. C'est que les Européens disent qu'il y a des exemptions sur des secteurs stratégiques, sur des produits agricoles, mais Donald Trump ne confirme pas ça. Non plus, on dit oui, le secteur pharmaceutique va être exempté, mais le président américain laisse flotter des surtaxes de 200 % sur tous les produits pharmaceutiques. Tout ça, c'est pas négocié non plus. Donc, il va y avoir toutes sortes de détails sur lesquels on va devoir continuer de travailler de ce côté-là pour en arriver à une entente définitive, parce qu'il y a certains secteurs, par exemple, j'en parlais là, du côté pharmaceutique, mais les secteurs de l'industrie pétrochimique allemande, entre autres, eux, sont assez frustrés de ces surtaxes-là qui viendraient nuire à leur industrie. Bref, il pourrait y avoir des exemptions plus tard, mais c'est quand même une espèce de semi-victoire là, d'un côté comme de l'autre, alors que le président américain semble pas vouloir reculer. Les Européens, eux, se sont quand même assis à la table des négociations. Et là, ça nous pose la question suivante, Alex. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, au Canada? Est-ce qu'on doit négocier comme l'Union européenne, en arriver à un accord avant le 1er août? Il y a les elbows up, les coudes dans les airs, comme disait Mark Carney un peu plus tôt, avant de voir ses illusions être un peu brisées par le président américain. C'est la question qui reste en suspens, là. Je peux vous résumer ça très simplement. Là. Dans mon esprit, l'Union européenne s'est agenouillée devant les États-Unis, a cédé à la pression, s'est soumis. Donald Trump, entre deux birdies sur son terrain de golf, nous a fait donc... il était tout fier, d'ailleurs, là, de poser à côté d'Ursula von der Leyen pour annoncer « We have a deal ». On a une entente. Mais quand on regarde les faits, quand on décortique cette entente-là, c'est une entente à sens unique où les États-Unis n'ont pratiquement rien cédé, voire rien cédé du tout. L'Union européenne s'est engagée aussi à des investissements. Là, quand on additionne tout ça, là, sans trop vous bombarder de chiffres, là, c'est au-delà de 1000 milliards de dollars d'investissement. Et là, ce matin, c'est décrié. Là. Je vais vous résumer certaines réactions. Le premier ministre français a qualifié cet accord-là de jour sombre pour l'Europe, qui se résout à la soumission. La Hongrie a critiqué l'entente aussi en disant que c'est pire que ce qu'avait obtenu le Royaume-Uni en mai dernier. En Allemagne, on sait que l'Allemagne est un pays qui produit énormément de véhicules. Pensons à des marques de luxe également. L'Allemagne a dit que les droits de douane américaines vont coûter des milliards de dollars chaque année aux entreprises automobiles allemandes parce que le secteur des véhicules n'est pas exempté de tout ça. Il y aura des taxes. Alors oui, on s'entend sur le 15 %.
mais ça va faire mal. À ta question, que doit faire le Canada? La pression dans les prochains jours va être très, très forte sur Mark Carney, qui se fait très prudent pour ne pas offusquer le Donald, on l'a vu. Il y a tellement de déclarations contradictoires. Rappelez-vous, dans les derniers jours, on a eu, entre autres, à la suite d'une rencontre avec le bon Howard Lutnick, là, M. Leblanc, Dominique Leblanc, qui est sorti en disant « Non, ça progresse, ça va bien. » Qu'est-ce qui est arrivé le lendemain? Bang! Trump est sorti en disant « Ça avance pas vite avec le Canada, puis c'est pas ma priorité, puis si on n'a pas d'entente, ça va être le 35 %, puis c'est tout, là, j'ai d'autres choses à faire. Moi, j'ai des terrains de golf à jouer. » Alors, oui, la pression, elle est très, très forte parce que Mark Carney s'est fait élire en se positionnant comme étant la meilleure personne pour dealer, pour gérer les caprices du président américain. Or, si on se retrouve vendredi, le 1er août, dans une situation où on n'a pas d'entente avec les États-Unis, puis ça, j'en conviens, il ne faut pas signer une entente qui serait défavorable pour le Canada, et qu'après ça, on est accablé de tarifs de 35 %, c'est sûr que ça va être un échec pour Mark Carney, qui nous aura fait miroiter quelque chose qu'il n'aura pas été en mesure de livrer. Maintenant, il ne faut pas non plus capoter, là. Ce ne sera pas 35 % sur tout. Okay? Parce qu'on est régi quand même par un accord de libre-échange avec les États-Unis et avec le Mexique, si bien que le 35 % de tarifs, ça toucherait à peu près peut-être 10 % là, de ce qu'on exporte. Mais c'est sûr que les prochains jours seront déterminants. On entre vraiment dans une semaine cruciale. C'est un dossier du journal, c'est en une d'ailleurs ce matin. Alexandre, on apprend que presque 3 fois plus de mineurs ont été accusés de meurtre au Québec. Oui, c'est Laurent Lavoie du Journal de Montréal qui sort tout un dossier, plusieurs articles qui rapportent à quel point on n'était pas, disons, on n'était pas dans le champ quand on parlait depuis des semaines et des semaines, Alex, de tous ces crimes, que ce soit par arme blanche, que ce soit par arme à feu, qui sont commis par des jeunes, des adolescents la plupart du temps, là, 15, 16, 17 ans. En fait, ça a presque triplé le nombre de meurtres, de mineurs plutôt accusés de meurtre en 2 ans. Et là, on a dû du côté du DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, créer une équipe spécialisée juste pour ça. Là. Ils sont rendus 4 d'ici la fin de ce mois-ci pour gérer juste les dossiers des jeunes, parce qu'on se comprend que c'est extrêmement complexe d'aller accuser des adolescents. Souvent, tu peux pas publier leur nom non plus parce qu'ils sont encore mineurs. Est-ce que tu les gères avec une peine pour adultes? Est-ce que c'est une peine plus jeune que tu leur imposes? Parce que c'est des homicides qui sont de plus en plus banalisés, là. Comment ça se fait qu'il y a des jeunes qui se retrouvent avec des armes à feu qui peuvent valoir des milliers de dollars à 14, 15, 16, 17 ans? Il y a les vols de voitures qui sont dans la partie de la solution, là, notre réponse, parce qu'il s'en est volé de la voiture au Canada, on le sait, dans les dernières années, là, ça s'est calmé un tout petit peu. Mais pendant une période de temps, pour un jeune qui commençait dans le milieu criminel, tu voles une voiture, tu revends ça, on te donne un 15-20 000 $ dans tes poches, et comme tu es dans un monde qui est de interlope, dans lequel c'est de plus en plus dangereux d'évoluer, tu veux te donner une arme à feu. Tu veux posséder ça pour être capable de réagir, de te protéger, d'avoir un sentiment de supériorité. Et c'est ce qui fait en sorte que la plupart de ces meurtres-là, c'est des chicanes futiles, des banales altercations qui finissent par quelqu'un qui sort un pistolet puis qui tire sur quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui fait que ça devient des cas très, très complexes. On parle entre autres des contre-coups de la pandémie aussi pour expliquer tout ça. Les jeunes... C'est toujours de la faute de la pandémie. Ouais, c'est souvent de la faute de la pandémie, mais la détresse mentale pour les jeunes, le fait qu'on a des jeunes qui ont décroché aussi de l'école, qui ont pu se retrouver dans des milieux criminalisés. Puis si on parle des gens qui sont impliqués là, dans les homicides depuis le début de l'année, dans tout ce qui a été meurtre, il y a, dans le tiers des cas, des individus de 21 ans ou moins, que ce soit des victimes ou que ce soit les personnes qui ont été impliquées comme accusés de meurtre. Là. Donc, on a 10 victimes, 12 meurtriers allégués en bas là, de 17 ans. C'est assez troublant, en bas de 21 ans plutôt, c'est assez troublant, là, merci, de lire ces statistiques-là. On n'était pas fou de trouver qu'il y en avait beaucoup, Alex. Mais tu sais, c'est multifactoriel. Il y a des facteurs familiaux aussi reliés à tout ça, d'encadrement, il y a des facteurs scolaires, mais il y a aussi le fait que, tu sais, les gangs de rue, ils regardent un peu le portrait de la situation, puis là, tu te dis, bon, c'est des peines complètement ridicules. Les jeunes vont souvent s'en tirer avec juste une petite tape sur les doigts lorsqu'il y a un délit ou quoi que ce soit. Puis c'est l'espèce de porte d'entrée souvent avec des petits délits, mais qui mènent vers une grande criminalité.
Et tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas resserré les conséquences de tout ça, ça va rester une vraie farce. Là. Puis, c'est des conséquences qui brisent des vies et c'est une tendance... ben oui, effectivement, tu as raison. On se fait souvent cette réflexion-là, mais de voir ça en chiffres ce matin, ça frappe là, dans le journal. Bon, vote de grève pour les agents de bord d'Air Canada. Les agents de bord qui vont commencer à se prononcer là-dessus aujourd'hui. Dès 14 h, puis ça va se poursuivre jusqu'au 5 août, là, on va voter du côté des 10 000 quelques agents de bord d'Air Canada et d'Air Canada Rouge qui font partie du syndicat canadien de la fonction publique parce qu'on revendique, entre autres, oui, une meilleure rémunération, mais également des ententes sur le travail non rémunéré, des indemnités journalières, le régime de retraite, le temps de repos qu'il y a dans les escales. Parce que là, selon les agents de bord, on dit que c'est à peu près 1 950 $ qu'on fait par mois, une somme qui est jugée là, inadéquate, insuffisante pour vivre décemment selon eux. Et là, on va donc poursuivre les négociations pendant qu'il y a vote de grève quand même. Et si il y avait bel et bien grève là, qui pourrait être déclenchée le plus tôt, c'est le 19 août prochain, il devrait y avoir quand même un préavis de 72 heures. Puis la dernière fois qu'il y a eu là, ce genre de menace de grève-là, ça s'était pas concrétisé. En septembre dernier, c'était les pilotes de ligne à l'époque là, qui menaçaient. Et on avait quand même mis en place là, du côté d'Air Canada des politiques de modification là, pour leur vol. Là. Tu pouvais changer ton vol pour un autre qui partait de la même destination, qui se rendait à la même place sans dépenser d'argent supplémentaire, des crédits voyage également si tu te devais d'annuler. Mais pour les agents de bord, c'est des négociations qui achèvent pas là, pour l'instant. On achoppe encore sur certains détails. Puis c'est drôle, je me suis entretenu très récemment avec quelqu'un qui est agent de bord, justement, et qui me parlait de ça, le travail non rémunéré, puis qui m'expliquait que en se rendant à l'aéroport, tout le temps, oui, tu te rends à ton milieu de travail, mais tout le temps qu'il passe à l'aéroport, à se changer, à se diriger vers la porte, à attendre que les passagers rentrent, à faire du ménage, à se préparer, tant que la porte de l'avion n'est pas fermée, ils ne sont pas payés une scène. Ils sont pas payés une scène. Et ça a l'air que ça vient choquer des gens qui, puis on peut les comprendre, se rendre au milieu de travail, sont en train de travailler. Oui, parce qu'il y a de la job qui doit se faire avant que l'avion décolle, on s'entend. Là. C'est de leur temps personnel. Ouais. Déjà que, tu sais, c'est compliqué. S'il vous plaît, se rendre à l'aéroport de Montréal, on le sait, tu perds du temps dans le trafic, c'est complexe, tu rentres, tu passes la sécurité. Non, il y a vraiment plusieurs étapes à franchir. Et à ce moment-là, il y a du travail non rémunéré. Ça a l'air que c'est un des points là, qui va être à négocier très fort avec le syndicat. Ce sont des longs contrats de travail. Hein? C'est un contrat de travail, le dernier, là, c'était sur une dizaine d'années, donc de 2015 jusqu'au 31 mars dernier. Les agents de bord recevaient des augmentations salariales de 2 % pendant cette année-là. Comme l'inflation, ça n'a pas monté plus que ça. Non, juste à peu près de plusieurs pourcentages, points de pourcentage plus élevés. Bon, pour ce qui est de la question de la rémunération, sur à quoi tu viens de dire. Êtes-vous payé, vous, pour vous rendre au travail? Êtes-vous payé pendant que vous êtes pris dans le trafic ce matin? Je dirais que la plupart d'entre nous allons répondre non. Par contre, à partir du moment où tu arrives à l'aéroport, il faut que tu passes des contrôles de sécurité, là, je trouve qu'effectivement, ou que tu fais du ménage dans l'avion, là, oui, là, à mon avis, il devrait être payé. On parle souvent des peines trop clémentes, des largesses de la Commission des libérations conditionnelles. On apprend ce matin qu'un agresseur d'adolescente qui n'a pas trop fait visiblement d'introspection là, sur ses crimes, il est libéré. Ouais, vous risquez de grincer des dents, là, vous deux estimés collègues, ainsi que nos auditeurs, auditrices à la maison, parce que le prédateur sexuel Clément Lamoureux, qui avait été condamné là, en 2020 à une peine de détention qu'on disait exemplaire, là, de 15 ans de prison pour des crimes sexuels absolument atroces. Là. Il a agressé une douzaine de victimes alors qu'il était coach d'équitation, des femmes qui étaient toutes sauf une mineur au moment des faits, utilisait son autorité sur elle, puis leur disait ouais, on va continuer, tu peux monter à cheval et tout, en échange de faveurs sexuelles. Et là, lui, même si, et je vais citer la Commission des libérations conditionnelles du Canada là-dessus, vous avez éprouvé de la difficulté à reconnaître que vous avez utilisé de la violence, de la force et de la contrainte afin d'amener certaines victimes à se soumettre à vos demandes sexuelles. Mais malgré tout ça, il est déjà libéré 5 ans plus tard. On le relâche en libération conditionnelle complète, avec, oui, certaines là, restrictions à devoir respecter, mais même s'il a un risque de récidive élevé, même si on note qu'il a un intérêt sexuel envers les adolescentes pubères âgées de 12 à 17 ans, on le retourne dans la nature. Donc, la peine exemplaire de 15 ans, c'était une tape sur les doigts. Là. Et on a des victimes, des proches des victimes qui parlent en disant...
les séquelles de ça sur ces jeunes femmes mineures qui grandissent maintenant, elles sont toujours importantes. De la consommation, des troubles de santé mentale, des peurs paniques la nuit, des cauchemars récurrents. Mais lui, 5 ans, c'était assez. On le retourne dans la nature. Mais pauvre gars, il y a des problèmes de santé. Oh, c'est Qu'est-ce que ça! tu veux? Ben oui, mais Il c'est a fait ça. le tiers de sa peine aussi. Ben, il a fait le tiers de sa peine. Ben, tu sais. il est encore attiré vers les adolescentes. Il reconnaît pas que ses crimes sont graves. Il reconnaît pas qu'il a utilisé de la force puis de la violence. Mais, je veux dire, il est malade un peu. C'est sincèrement une vraie farce. Ce genre de décision-là, de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, là, c'est exactement pourquoi plusieurs personnes ne croient plus en notre système de justice actuel et croient qu'il faut donner un sérieux coup de barre puis un sérieux tour de vis. Ce gars-là a brisé des rêves. Ce gars-là a brisé des vies. Et là, parce que monsieur a des problèmes de santé, là, faudrait le remettre. Ah, mais il y a des conditions sévères. Hey, il faut pas qu'il soit en contact avec des enfants de moins de 16 ans. Êtes-vous sincèrement rassuré? Non, mais, tu sais, dans les 3 conditions, notamment, qu'on parle souvent, là, tu sais, il y a toute la question aussi, tu sais, de la perception de la justice dans la population. Moi, à chaque fois qu'on rend des décisions comme ça, je me dis, ben oui, mais quelle perception de sentiment de justice dans la population quand on rend des décisions complètement ridicules de cette façon-là. Sincèrement, là, il y a des gens qui siègent sur la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Je ne comprends pas comment ces gens-là dorment la nuit. En rendant des décisions imbéciles de cette façon-là, j'en reviens pas. Tu donnes une peine de 15 ans, jugé exemplaire. Comment c'est censé être exemplaire si ta peine, peu importe c'est quoi, t'es libéré au tiers. Peu importe, t'as pas vraiment de remords. OK, t'es encore à risque de récidive, pas de problème. Je veux dire, c'est censé être... Puis tout le monde veut croire en la réhabilitation dans le système de justice. C'est à ça que ça sert, théoriquement. On veut et on doit éventuellement remettre ces gens-là dehors. On garde personne en dedans pour la vie puis on n'exécute personne. Mais ils sont censés faire un travail sur eux-mêmes. T'es pas censé remettre quelqu'un qui a un risque de récidive modéré, attiré par des adolescentes dans la nature. Tu fais pas ça. Mais bon, la peine exemplaire de 15 ans se transforme en tape ses doigts de 5 ans, puis that's it. Je vous rappelle une donnée importante. Puis c'est pas un chiffre, là. C'est des vies brisées. 12 victimes. 12 victimes. Bon, dans l'actualité également, il y a le projet de réfection de Maisonneuve-Rosemont, la reconstruction. Mais souvenez-vous, pour reconstruire, il faut d'abord, première étape, c'est de faire un stationnement. Bon, ça peut nous paraître un peu spécial, mais parce qu'on a besoin du site actuel du stationnement pour construire dessus. Mais là, il y a un mouvement de contestation. Ouais, c'est pas gagné encore du côté des travaux de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Là. Non seulement ça a été pas mal long avant que ça commence, c'était comme tombé entre 2 chaises du côté de la Coalition Avenir Québec, on remet ça de l'avant. Mais oui, le stationnement qu'on doit construire, là, aire ouverte, 670 places à étage, qui doit se trouver là, sur un espace vert qui est situé au nord du boulevard Rosemont. On doit construire ça d'ici le printemps 2027, mais le voisinage est pas content du tout. C'est parce qu'on était censé le construire un peu plus à l'est, à l'origine, là, ce stationnement-là. Mais là, maintenant, on a décidé de le bouger parce qu'il y a déjà là, le stationnement de surface de plusieurs centaines de places qui se trouve là. On veut éviter de couper des places pendant qu'on construit des nouvelles places. On dit que ça baisse également là, la facture. 46,7 millions au lieu de 125 millions qui étaient prévus en 2022. C'est rare que les chiffres baissent dans ce genre de prévision-là. Donc, on va le prendre. Mais là, il y a une mobilisation citoyenne qui est organisée. Là. Des gens disent que d'enlever un espace vert pour sacrer une grosse structure en béton, c'est un peu contraire à tout ce qu'on essaie de dire. Puis c'est vrai que dans les dernières semaines, on a parlé, entre autres, des parcs éponges, de l'enverdissement de la ville, contraire à la minéralisation, là, ce qu'on dit quand on met bien du béton, bien de la roche, qui vient causer îlots de chaleur, mais également inondation. Les citoyens ont raison de ce côté-là. En même temps, il faut que ça se fasse, ce stationnement-là, et c'est ce qui pourrait causer là, certaines frictions avec le voisinage, même s'il y a toutes sortes de mesures d'atténuation qui sont promises là, par l'administration du CIS qui va construire ces places-là. Ça risque peut-être encore une fois de ralentir les processus, alors qu'on en a, on s'entend-tu, vraiment besoin? Oui, puis tu sais, si je me fie aux photos que je vois, là, les photos aériennes dans la presse ce matin, là, je veux pas minimiser rien, là, mais c'est pas un parc national. Là. Il y a 3-4 arbres, tu sais, je veux pas minimiser ça, au contraire, mais à un moment donné, il faut aller de l'avant avec ce projet-là. Bon, Marianne revient sur cette controverse-là impliquant ce chanteur américain très pro-Trump, MAGA,
dont les spectacles sont annulés là, un peu partout à travers le Canada. Montréal voulait rien savoir de lui, mais il a quand même pu performer en fin de semaine. Ouais, vous vous rappelez peut-être de ce chanteur Sean Feucht dont je vous ai parlé la semaine dernière, très reconnu pour être haut placé dans la sphère MAGA, Make America Great Again. Il s'affiche régulièrement sur ses réseaux avec des élus républicains. Parmi ses croyances, il veut la fusion entre l'Église et l'État américain. Il croit que Donald Trump a été choisi par Dieu. Il juge que les personnes en faveur de l'avortement sont des démons. Suivi par des centaines de milliers de personnes qui, et même s'est déjà présenté aux élections de la Chambre des représentants de la Californie en 2020 pour le Parti républicain. Et là, tu l'as mentionné, il devait donner des concerts, et ça, pas juste au Québec, là, un peu partout au Canada, Charlottetown, Moncton, Halifax, Montréal, Québec. Donc, ce sont tous des villes dans lesquelles il devait passer pour ses concerts. Des concerts qui ont été annulés, mais vendredi soir, il y a une église évangélique de Montréal qui a autorisé Feucht à donner un concert qu'on dit programmé à la hâte, malgré les objections de l'administration municipale. Il y a une porte-parole de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a affirmé que l'église qui est située dans l'arrondissement du Plateau-Montréal, elle n'avait pas de permis pour organiser un concert. Elle avait été informée également que l'événement ne pouvait pas avoir lieu parce que le spectacle allait à l'encontre des valeurs d'inclusion, de solidarité et de respect qui sont prônées à Montréal. C'est du moins ce qu'a écrit Catherine Cadotte, attachée de presse de Valérie Plante, dans un message à TVA Nouvelles. Et il y a une contravention qui a été donnée parce que l'organisation a enfreint le règlement en tenant un spectacle. Donc maintenant, l'Église fait face à une amende de 2500 $. Il faut savoir aussi qu'il y a des manifestants qui étaient présents à l'extérieur de l'Église vendredi soir. En fait, je pense qu'il y avait plus de manifestants que de personnes qui assistaient à son concert à l'intérieur. Tout à fait. Et là, on a procédé à l'arrestation d'un manifestant de 38 ans pour entrave. Il y a même un fumigène qui a été lancé à l'intérieur de l'Église pendant le concert de Feucht. Et lui a réagi samedi. Il a commenté les événements sur les réseaux sociaux en affirmant qu'il y avait 2 fumigènes qui lui avaient été lancés à la tête pendant le concert. Mais ça a beaucoup fait jaser là, cette fin de semaine, ce spectacle qui ne devait pas se tenir et qui a finalement eu lieu. Le collègue Philippe Lorange va commenter la question d'ailleurs dans les prochains instants. Et en terminant au sport, Alexandre, c'était le coup d'envoi de l'Omnium Banque Nationale hier soir. Bianca Andreescu a réussi à gagner son match de premier tour malgré une blessure dans les tout derniers instants du match. Et celle qu'on attend avec impatience, c'est Leylah Fernandez, qui est arrivée au cours des dernières heures à Montréal avec un titre de championne en poche. Ouais, ça doit pas être reposant, un horaire de championne comme ça au tennis, parce qu'elle vient tout juste là, de gagner le tournoi de Washington, qui est son plus prestigieux trophée en carrière. Là. C'est un titre de WTA 500. Ça va lui permettre de monter vraisemblablement aujourd'hui dans le top 25 là, des meilleures joueuses au monde. Mais là, arrive direct là, donc là, à l'Omnium Banque Nationale de Montréal pour essayer, encore une fois, de continuer à avancer dans le tournoi, et elle se retrouve face à l'Australienne Maya Joint, qui est la 38e raquette mondiale et qu'elle vient de battre au premier tour à Washington, là, il y a à peine quelques jours de ça. Et elle a gagné là, de manière assez forte. Merci, la finale à Washington contre la Russe Anna Kalianskaya, qui était l'ancienne 11e mondiale, 6-1 et 6-2. Là. On se comprend, là, elle l'a complètement dominé. Vraiment, là, tout un match pour Leylah Fernandez, qui va essayer de répliquer l'exploit ici, là, devant ses partisans à Montréal. Le tennis canadien promet vraiment beaucoup, Alex, en ce moment. Oui, je pense qu'on aura un Omnium Banque Nationale de grande qualité cette année, notamment par la quantité de têtes de série qui seront à Montréal. Je vais surveiller avec attention Leylah Fernandez. Bon, il peut se passer 2 choses dans ce genre de situation-là. Soit qu'elle arrive à Montréal complètement vidée, complètement épuisée, puis elle se fait sortir rapidement. Ou le deuxième scénario, moi c'est le scénario que je vais prioriser et souhaiter aussi, c'est qu'elle arrive avec le momentum. Ben oui. C'est qu'elle arrive gonflée à bloc, et on vivra peut-être notre moment Fernandez à l'Omnium Banque Nationale.